Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans la phase où l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire très franchement face aux pluies diluviennes et à leurs conséquences, parce que la liste des victimes est très longue. 20 personnes ont déjà été tuées. Les habitations construites sur des sites dangereux sont en train d'être détruites. Ce soir, nous revenons sur la question en cherchant à savoir comment on est arrivé aux inondations qui tuent, qui détruisent, et quelle est la part des responsabilités des populations dans ces drames et quelles sont les actions à mener. Pour répondre à ces préoccupations, nos invités sont le professeur Delphin Ochou, point focal de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, c'est bien cela. Juste à côté de vous, M. Célestin Kouala, bien connu sur nos plateaux déjà. Il est le directeur du logement, de la copropriété au ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Bonsoir. Bonsoir, M. Fofana. Et pour la première fois sur notre plateau, M. Bruce Yao, vous êtes le directeur de la communication, de la planification du développement et de la promotion humaine à la mairie d'Atekoubé. Bonsoir. Bonsoir, Fofana. Juste auprès de vous, enfin, M. Michel Man, pour la société civile. Et vous êtes le président de l'ONG La Famille pour les enfants de grâce, l'AFED. En tout cas, merci, messieurs, d'être là ce soir pour nous aider à comprendre un sujet qui fâche quelquefois. La période des pluies, lorsqu'elle arrive, est toujours à craindre en Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de dégâts depuis des années, au plan humain comme au plan matériel. Avant de nous adresser à nos invités, avant de dire quel est le problème et quelle en est la solution, voici un résumé de la situation. Des habitations plongées dans l'eau empêchant les activités des populations, des routes endommagées rendant la circulation difficile, des logements dévastés. Un aperçu des dégâts causés par les pluies diluviennes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. Des dégâts considérables qui mettent plus de 3000 familles dans des situations de grande détresse. Plus exposées à ces intempéries, les populations vivant dans les quartiers précaires, dans le seul district d'Abidjan, le bilan est alarmant. Près d'une trentaine de personnes sont mortes dans les quartiers de Boribana et Mosiko à Atekoubé, à Gobelé et Danga dans la commune de Cocody, et d'autres à Yopougon suite à des glissements de terrain et effondrements de bâtiments. Cause de ces décès, des victimes logées sur des sites à risque, des quartiers précaires situés dans les bas-fonds et des nids de passage d'eau. Et pourtant, certains habitants de ces sites avaient été indemnisés pour faciliter leur départ des lieux. Mais le constat aujourd'hui, ces endroits sont toujours habités et l'on craint le pire à chaque pluie. Comme Abidjan, plusieurs localités du littoral sont également touchées par les eaux, notamment Grand Laou, où l'on note 5 morts et plusieurs blessés et environ 200 familles sans abri. À San Pedro aussi, certains quartiers connaissent des inondations. La ville de Dabou, aussi rendue difficile d'accès, la voie principale étant inondée. Une situation inquiétante pour les populations habitant ou non les zones à risque. Le diagnostic révèle que les inondations sont occasionnées par des actes d'incivisme de la part des populations. Le refus des habitants à quitter les sites dangereux, les constructions anarchiques sur les ouvrages d'assainissement et de drainage, les canaux d'évacuation d'eau bouchés. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures adéquates à certains endroits. Face à cette situation, les autorités ivoiriennes entreprennent plusieurs actions afin d'éviter d'autres cas de sinistres. Elles procèdent à la démolition des constructions sur les voies d'écoulement d'eau, à la réhabilitation et à la construction de canaux d'évacuation d'eau. En plus du soutien financier et moral apporté aux familles endeuillées, ainsi que la prise en charge des victimes, le gouvernement ivoirien accentue l'appel aux populations à quitter les zones exposées aux intempéries. Une opération de déguerpissement est même initiée avec l'appui des forces militaires afin de faciliter la mise en œuvre de ces mesures sécuritaires. Monsieur Michel Man, vous avez suivi ce commentaire de Franck Kouadio, nous interpelle tous. Quel est votre premier sentiment lorsque vous voyez des images similaires? C'est dramatique de voir des êtres humains mourir comme ça. Les gens savent habiter dans les sites à risque. Et pourquoi? Parce que c'est la pauvreté. Mais est-ce la solution? Donc là, il faut faire quelque chose. La seule chose à faire, il faut passer par la sensibilisation, peut-être. Il faut informer. Les gens ne connaissent pas réellement ce qu'on appelle
ces genres de phénomènes, en parlant surtout de pluies diluviennes et de catastrophes naturelles. Les effets, ils ne connaissent même pas, les caractéristiques, ils ne connaissent même pas. Il faut expliquer, il faut informer la population. C'est un problème d'information. Quand vous dites qu'ils ne connaissent pas, je ne comprends pas bien. Ce sont des choses qui se voient. Ça semble évident qu'on ne doit pas être là où on est. Et puis bon, il y a des morts. Et ce n'est pas la première fois. Oui. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment vu cela pour ne pas être là où on est? Vous savez, les inondations ici, ce n'est pas des faits d'aujourd'hui. Depuis la création du monde, il existait les inondations. Donc ce n'est pas un fait nouveau. Hein? Mais c'est les caractéristiques et les conséquences. Maintenant, il faudrait que la population prenne conscience et voir quelle solution il faut apporter. Chacun a un rôle à jouer. Pourquoi une personne qui vient, soit dans les capitales ici, ça va habiter ici, les quartiers précaires? Pourtant, c'est un quartier à risque. C'est un problème de moyens sans doute. Il faut comprendre réellement ce qui se passe, pourquoi ils vont habiter dans ces quartiers. À votre avis, pourquoi? Il faut dire que c'est la pauvreté. Hein? C'est la pauvreté. Je vous donne un exemple terre à terre. Lorsque les villes commencent à se développer, les populations qui viennent en ville chercher du travail n'ont pas les moyens nécessaires pour pouvoir se prendre une maison en ville. Ils préfèrent prendre une maison à proximité. Et avec le développement vertigineux des villes, ces quartiers qui étaient précaires sont envahis par les immeubles. Donc là, ils se trouvent au beau milieu de la ville. Que faire? Ils n'ont pas de moyens nécessaires. Donc ils construisent des maisons avec des matériaux non recommandés. Parce qu'ils ont besoin de survivre. Ils viennent chercher du travail. Un monsieur X ne peut pas quitter à Port-Boué, par exemple, pour aller travailler à Cocody, s'il a un boy là-bas. C'est très compliqué pour lui. Il pouvait prendre une maison ou bien se construire des cabanes à côté de Cocody. Voilà un peu comment ça s'explique. Et ce phénomène prend l'ampleur et tout le monde ne dit rien. Et quand les habitations, les populations habitent là, et un phénomène arrive maintenant, il faut trouver une solution. Donc il faut la prévention. Il faut d'abord informer et sensibiliser. Et ça s'explique, mais est-ce que ça se justifie? Oui. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde entier, dans tout le monde entier, c'est un problème. Tous les pays du monde entier connaissent ce même problème. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est un problème nouveau pour nous, parce que c'est un problème d'actualité. Mais c'est un vieux fléau. Il faut résoudre. Il faut proposer à l'État des solutions idoines pour voir comment il faut résoudre ce problème définitivement. Voilà un peu la problématique. Très bien. On verra tout à l'heure dans les solutions ce que vous nous direz. Monsieur Bruce Yao, vous avez suivi aussi. Quels sont vos sentiments? Quand on voit ces images, on parlerait de désolation. De désolation parce que le plus souvent, tout cela est dû un peu à l'incivisme des populations elles-mêmes. Parce qu'il y a eu plusieurs phases de sensibilisation au niveau de la commune d'Atekoubé, avec déjà le plan sec qui avait été lancé déjà. Des populations sont parties, mais qui sont revenues des années plus tard reconnaître les sites qui avaient été libérés. Et donc, je pense qu'il faut prendre le problème sous ce volet-là, sur l'incivisme des populations également. Vous êtes de la mairie d'Atekoubé et votre commune est une des communes les plus touchées. Est-ce que c'est parce que vous avez moins fait que les autres? Non, je ne dirais pas ça. Il faut prendre, à Atekoubé, il faut remonter un peu dans le temps pour comprendre ce problème. N'oublions pas que nous sortons d'une situation de crise. Et déjà, quand je me souviens, les derniers drames ont été enregistrés en 2005. Tout simplement parce que nous étions en situation de crise et plusieurs populations sont venues de l'intérieur, sont venues s'installer à Abidjan, souvent dans des quartiers dont on parle des quartiers précaires. Et à partir de cet instant, il était difficile de trouver des sites, j'allais dire viables, puisque là on parle de drames, des sites viables. Et les populations taillaient les collines pour s'installer. Et la préoccupation du gouvernement à l'époque n'était pas de créer, de trouver des sites pour loger les populations, mais c'était une préoccupation de sortie des crises. Il fallait sortir de la crise, et ce qui a fait que le phénomène a pris de l'ampleur. Voilà. Professeur Ochou, vous pensez la même façon que lui, non? Je dirais plus ou moins oui. En fait,
Le problème, c'est que si on regarde un peu dans le rétroviseur, puisque nous sommes là pour parler des pluies diluviennes et de leurs conséquences, dans les années 70-80, il pleuvait certainement plus que maintenant. On avait des pluies et pourtant il n'y avait pas d'inondation. Mais avec l'urbanisation croissante, la démographie au niveau des villes de Côte d'Ivoire et principalement d'Abidjan, eh bien, ce phénomène d'inondation et d'éboulement des terrains a commencé véritablement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans un espace, ce n'est pas partout qu'il faut habiter. Nous avons des collines, des flancs de collines, des talwegs et autres qui sont des zones de ruissellement naturel des eaux de pluie. Malheureusement, nous constatons depuis ces dernières années que toutes ces zones qui devraient être interdites d'habitation sont colonisées, sont habitées. Et donc, l'eau ne trouvant plus son lit de ruissellement normal, eh bien, l'eau monte. Sans compter que les populations construisent sur les ouvrages de drainage des eaux de pluie, des caniveaux, etc. qui sont bouchés. Les populations font des caniveaux, des zones pour mettre les déchets ménagers, etc. Et tout cela, la moindre pluie qui arrive, qu'elle soit diluvienne ou pas diluvienne, ne trouve pas d'espace pour aller vers son exutoire naturel et donc créer des inondations, créer des glissements de terrain, des éboulements. Vous comprenez que des gens viennent tailler des collines, des flancs de collines, ils créent eux-mêmes des falaises et ils se mettent en dessous. Mais avec la pluie, eh bien la falaise va s'écrouler ou bien la pente va glisser. Donc on dénude de façon volontaire les flancs de collines qui étaient déjà boisés. Et donc, évidemment, quand il n'y a plus de gazon, quand il n'y a plus d'arbustes, eh bien l'eau fait glisser le sol. Et c'est pour cela, par rapport à cela, je rejoins donc Monsieur Yao pour dire qu'il y a un problème général d'occupation anarchique et donc les responsabilités doivent être partagées et par rapport à cela, nous devrons chercher des solutions concertées de façon à ce que tous ceux qui s'occupent au niveau des collectivités, au niveau des logements, au niveau de tous ceux, en fait, toutes les communautés doivent se mettre ensemble pour trouver des solutions parce que le problème des inondations et des glissements de terrain, sinon des pluies diluviennes qui provoquent tout cela, ce sont des problèmes, multisectoriels et multidisciplinaires. Il y a plusieurs secteurs qui se chargent de cela. Vous voyez, par exemple, il y a la météorologie qui doit donner des informations sur le caractère des pluies qui vont arriver. Il y a le logement, la construction, l'assainissement, les mairies qui ont leur part. En fait, presque tout le monde a sa part de responsabilité là-dedans. Quand on va arriver aux solutions... Je vous assure, professeur Chou, lorsque vous dites que tout le monde a sa part... ça ressemble à... On n'accuse personne pour régler le problème de façon nette. Mais quand on dit que tout le monde a sa part, on accuse chacun. Parce que chacun a sa part de responsabilité. Et quand on accuse chacun, chacun regarde vers chacun. Et puis bon, véritablement, on ne règle pas le problème. Si, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a l'autorité pour régler cela de façon définitive? Mais la personne qui a l'autorité pour régler cela, c'est la personne morale, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Eh bien, l'État de Côte d'Ivoire y travaille parce que maintenant, de plus en plus, plutôt que d'attendre qu'il y ait la catastrophe, eh bien, on va s'attaquer plus aux causes. Et les causes, c'est un peu l'incivisme, c'est donc qui entraîne les occupations anarchiques des espaces qui ne devraient pas être occupés. Eh bien, il va y avoir des mesures de prévention pour minimiser les effets de ces pluies. Très bien. Monsieur Célestin Kouala, vous êtes le directeur du logement au ministère de la Construction et de l'Assainissement. Entendu que lorsqu'on aborde ce sujet, vous êtes les premiers vers qui tout le monde regarde. Comment se fait-il qu'on construit aujourd'hui là où on ne doit pas construire? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous bloque, vous? Oui, en réalité,
je crois que la plupart des interlocuteurs sur ce plateau ont déjà relevé l'essentiel des problèmes. J'allais dire que de notre côté, ce qu'il faut relever, c'est surtout, principalement, l'incivisme des populations. L'incivisme des populations pour la simple raison que, en ce qui nous concerne, nous, ministère de la Construction, il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a d'abord que sur le plan de la planification et sur le plan réglementaire, ces zones sont formellement interdites. Vous ne trouverez pas un seul plan d'aménagement, vous ne trouverez pas un programme de logement à l'intérieur duquel nous allons donner des autorisations pour construire sur des flancs de collines ou pour construire dans des talwegs ou pour construire dans des bassins d'orage. Donc sur le plan réglementaire, c'est formellement interdit. Maintenant, au-delà de l'interdiction, ce qui se produit, c'est que les populations généralement vont aller au-delà de cette interdiction-là et décider elles-mêmes de s'installer sur ces sites à risque, sur ces zones à risque qui sont des zones dangereuses. L'autre chose aussi, c'est que l'argumentaire qui consiste à revenir sur la question de la pauvreté pour justifier les installations dans ces quartiers-là me paraît ne pas être suffisant. Parce que la plupart de ceux qui habitent ces quartiers ne sont pas forcément propriétaires de leur baraque, par exemple. Ils ne sont pas forcément propriétaires. Ah oui, parce que ça, c'est démontré. Voilà, tout à fait. Donc, il y a des gens qui vont construire ces baraques-là sur ces flancs de collines, qui vont les mettre en location à 10, 15, 20 000 francs, parfois plus, n'est-ce pas? Alors que nos compatriotes qui habitent aussi dans d'autres communes, dans des cours communes, par exemple, où les loyers peuvent avoisiner ces montants-là, ne sont pas forcément plus riches. Mais il y a quelque chose qui reste quand même juste. Oui. Ceux qui vont louer ces baraques-là sont des pauvres. Oui, bien que ce soit des pauvres, ce que je veux dire justement, c'est qu'à ce coût de loyer-là, ils peuvent, à mon sens, dans d'autres communes, même si c'est des quartiers qui vont être sous-équipés, mais au moins ça ne va pas être des quartiers précaires. Voilà ce que nous disons. Rien ne peut justifier, surtout pas la pauvreté, qu'on aille mettre sa femme et ses enfants en danger dans des zones comme celle-là. C'est difficilement acceptable. C'est pour ça que je dis, au-delà de la question de la pauvreté, il y a effectivement le fait que l'incivisme des populations participe à aggraver la question des inondations. Le professeur est revenu là-dessus. Lorsque vous construisez par exemple sur des caniveaux, sur des réseaux, sur des ouvrages de drainage, eh bien vous empêchez, vous rendez difficile l'entretien de ces réseaux-là, de ces réseaux de drainage. Évidemment, si on ne peut plus entretenir les réseaux de drainage, il y aura nécessairement des inondations. Il y a aussi le fait que les réseaux de drainage ne sont pas dimensionnés pour recevoir des ordures ménagères, par exemple. Pour se revenir là-dessus, c'est extrêmement important. Un caniveau est dimensionné pour recevoir des déchets fluides, pas des déchets solides. Les ordures ménagères sont faites pour être précollectées, pour être déposées dans des sites précis, collectées et envoyées vers des décharges. Mais là, malheureusement, assez souvent, on va boucher nos caniveaux, ils vont être ensablés, le curage devient quasiment impossible. Donc, cet aspect de l'incivisme-là me paraît être très important. Il y a un autre aspect que je voudrais relever aussi. Le dimensionnement des caniveaux est fait généralement sur la base d'un facteur qu'on appelle le coefficient de ruissellement. Lorsque vous prenez par exemple un permis de construire, nous indiquons, n'est-ce pas, la surface que vous êtes autorisé à bâtir sur un terrain de 500 mètres carrés. Le certificat d'urbanisme va préciser par exemple que vous êtes autorisé à bâtir 40% de votre terrain, ça va faire 200 mètres carrés. Lorsque vous décidez de bâtir tout ce terrain-là, eh bien, la quantité d'eau qui doit ruisseler devient plus importante. Donc du coup, le réseau de drainage qui a été dimensionné, vous le rendez automatiquement sous-dimensionné, par exemple. Donc, vous allez accroître, j'allais dire, la quantité d'eau qui va ruisseler. Et donc, à partir de cet instant-là, les risques d'inondation deviennent beaucoup plus importants. L'autre chose, il faut complètement décourager les populations en ce qui concerne les constructions sur les flancs de mots. Chez nous, en planification urbaine, par exemple, ce genre de bassins à forte pente sont parfois réservés pour les habitats de haut standing. Parce que quand vous voulez construire sur ce genre de site, il faut avoir beaucoup de moyens. Les travaux de terrassement coûtent extrêmement cher. Il faut faire des voiles, il faut faire des murs de soutènement. Or, c'est exactement le contraire qui se produit. Les personnes qui tentent de s'installer sur ces zones-là n'ont pas les moyens de construire sur ce genre de site. C'est pour ça que nous insistons pour dire, avec notre frère de tout à l'heure, que la question du civisme est essentielle, la question de la sensibilisation aussi est essentielle. Il faut rappeler que l'ONPC, avec les différents acteurs, nous avons commencé cette sensibilisation depuis 2010. En 2012, on a quand même distribué des kits de relogement. On a marqué les maisons. On a servi des mises en demeure à ces populations. Mais, comme disait notre frère également, elles reviennent assez souvent. Pas toujours de leur faute. Il est bon de dire que ceux qui reviennent, ce n'est pas forcément ceux qui étaient là initialement. Ces baraques-là sont mises en location. Voilà. Et nous avons l'intention, bien évidemment, de poursuivre
tous ceux qui vont continuer à construire dans ce genre de quartier-là, je parle essentiellement de ceux qui ne vont pas habiter, mais qui vont construire pour les mettre en location. Mais ce quoi-là, moi, ce qui me gêne un peu de l'affaire, Oui. c'est que tout se règle toujours dans l'urgence. On voit la chose venir, on attend la période de pluie avant de réagir, alors qu'en période où il ne pleut pas, on aurait pu régler la chose. Et puis, ce ne sont pas des habitations, ce ne sont pas des constructions spontanées. Pourquoi vous laissez surprendre? Non, c'est pas que nous sommes... On les voit construire, on voit le temps passer, on voit même des écoles qui existent là où on ne doit pas construire, on voit des hôpitaux, tout le monde regarde. J'ai envie de dire, vous particulièrement, ministère de la Construction, c'est à vous d'anticiper à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Je dis, il est bon quand même de préciser de ce point de vue que le phénomène des quartiers précaires date d'il y a longtemps. Ce n'est pas un phénomène récent. Ça, c'est important à dire. Nous avons déjà, dans certaines zones, n'est-ce pas, démoli plusieurs sites. Ça a été déjà fait. Et récemment, le gouvernement a autorisé à nouveau la démolition des sites. Mais la difficulté, c'est pour ça que nous parlons d'incivisme. La difficulté, c'est que même lorsqu'il y a démolition, même lorsqu'il y a déplacement de population, eh bien, elles reviennent se réinstaller à nouveau. L'un des cas les plus concrets, c'est par exemple Washington, où le ministère de la Construction a fait l'effort depuis 1997 d'implanter, de reloger les populations à Biabou, juste après le cimetière d'Abobo. Vous avez constaté que récemment, on a été obligé de les déplacer à nouveau parce que ces populations reviennent. Et donc, c'est le jeu du chat et de la souris, j'allais dire si vous permettez. Mais c'est pour dire qu'on les déplace au fur et à mesure, mais à chaque fois, cet incivisme n'a fait que... D'accord, on reviendra là-dessus. Michel Man, vous ne semblez pas d'accord, parce que la pauvreté, ce n'est pas l'argument imparable pour être là ou mettre sa vie en danger. Vous savez, si je veux prendre un peu l'exemple de la grande France qui a colonisé la Côte d'Ivoire, après la Deuxième Guerre mondiale, que s'est-il passé? Tout était détruit. À Paris, tout est détruit. Mais il fallait reconstruire la France. Et l'exode rural s'est développé. Et des personnes, les main-d'œuvre étrangères ont commencé à surgir sur Paris. Donc les bidonvilles ont commencé à se développer. Comme Nanterre, par exemple, qui était... Vous voyez bien que ce sont des exemples qui ont le même parfum, mais qui ne sont pas les mêmes. Non, justement, c'est quoi? Ça ne ressemble pas totalement. Non, quand on prend l'exemple de Nanterre et d'Abidjan. Oui, non. Ça veut dire tout simplement que c'est la main-d'œuvre ou bien les ouvriers qui veulent travailler, mais qui cherchent du travail, n'ont pas les moyens nécessaires pour aller habiter dans la ville. Est-ce que vous excusez ce qui est en train d'être... Non, pas excuser, oui, mais... parce que si on veut le droit au but, hein, tout le monde est responsable, mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour empêcher que ces derniers habitent dans ces lieux? Oui, mais lorsqu'on prend les dispositions et que les populations contrecarrent les dispositions, est-ce que cela est acceptable? Non, ça, lorsqu'on vous déloge de Washington, que vous allez à Biabou, que vous mettez ces maisons en location et que vous revenez à Washington, non, ça c'est pas la pauvreté, c'est plutôt des ruses. Il y a deux cas qui se présentent. Vous savez, lorsque l'État prend une décision pareille, c'est pour éviter que le pire arrive, pour éviter qu'il y ait assez de morts d'hommes. Parce que l'État a besoin de sa population pour passer aux élections, ou pour gérer la vie publique. Donc l'État prend des mesures conséquentes, et c'est normal. Mais comme l'a dit tout à l'heure, il y a des personnes, par exemple, qui sont dans les quartiers comme Cocody, autres quartiers, et qui investissent dans ces quartiers précaires, ils construisent des maisons, ils font louer à d'autres personnes. Donc, ils incitent les personnes à rester dans ces lieux. Ça, c'est l'un des cas, par exemple. L'autre aussi, c'est les gens qui n'ont même pas de moyens, de savoir où aller et que faire. Ils ont bien la volonté, mais où aller et que faire? Il y a des jeunes là-bas qui sont diplômés, qui ont la licence, la maîtrise, le doctorat, qui sont là-bas. Ils veulent bien travailler. Ils se sentent frustrés. Et où aller? Voici la problématique. Monsieur Yaoubris, le développement vous convainc? Je ne peux pas tout à fait partager son point de vue. Dans la mesure où le problème qu'il soulève, moi je suis sûr et convaincu que c'est vrai que chacun de nous a sa part de responsabilité. Comme l'ont dit tout à l'heure M. Kouala. Mais il est important aussi que la population comprenne que ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit accepter de mourir. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit accepter de mourir. Sinon, je ne comprendrais pas pourquoi
on viendrait habiter dans ces zones-là. Non, je pense qu'à un moment donné, il faut prendre nos responsabilités. Le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités. Au niveau des communes, nous avons également décidé d'appuyer l'action gouvernementale. Il revient maintenant aux populations et le directeur de logement l'a dit. Il y a eu plusieurs phases de sensibilisation. Il y a eu des démolitions de maisons. Mais les populations sont toujours revenues. Et ce qui est fort frappant, c'est que ce n'est pas toujours ceux qui construisent qui habitent. Je dirais même que c'est des assassins, puisqu'ils viennent construire, ils font louer ces maisons et ils habitent ailleurs. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est pauvre, donc il faut accepter cette situation. Ils sont en train de dire, à la limite, que quand on n'a pas construit, ces personnes habiteraient forcément quelque part. Où? Cette question, oui. Pour ça, vous pourrez répondre à la question? En fait... si on n'a pas construit ces baraques, ces personnes... Oui, si ces personnes, on ne construit pas ces baraques, elles habiteront forcément quelque part. Elles habiteraient forcément quelque part. Et parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a des zones qui sont, du point de vue de la gestion des catastrophes, dites zones à risque, sinon à haut risque. Et il ne faudrait pas construire. Parce qu'il y a des habitations précaires à Abidjan. Il y a des maisons qui sont précaires par l'utilisation de matériaux qui ne respectent pas les normes. Mais comme ces habitations sont dans des zones qui ne sont pas à risque, eh bien, les pluies, il n'y a pas d'inondation dans ces zones, il n'y a pas de glissement de terrain. Donc le problème, c'est les deux facteurs mis ensemble, c'est-à-dire le fait qu'on aille construire dans le Talweg ou sur le flanc de colline, et le fait que le matériau soit pas ce qu'il faut, parce que comme l'a dit M. Kouala, il faut avoir des moyens conséquents pour effectivement construire dans ces zones-là. Donc, c'est pour cela que cela se passe. Maintenant, je voudrais, par rapport à une question que vous avez posée à monsieur le représentant d'Atekoubé, si c'est parce qu'ils font moins qu'il y a beaucoup de morts là-bas. En fait, c'est parce que Atekoubé a un relief particulier. Le relief d'Atekoubé est propice, justement, à ce genre de catastrophe. Et donc, il se trouve que cette zone-là, eh bien, elle ne doit pas être véritablement construite. Maintenant, le problème de la gestion des catastrophes. Actuellement, il faut dire que cette gestion ne se fait pas de façon, j'allais dire, concertée. Certes, il y a le plan Orsec, mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est comme si nous attendons que la chose arrive avant d'agir. C'est d'ailleurs pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a cru bon, conformément à un cadre d'action appelé cadre d'action des Yogo, qui vise à rendre les communautés moins vulnérables face aux catastrophes, a décidé de prendre à pris un décret pour créer justement la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Cette plateforme est en construction. Une fois qu'elle est placée sous la présidence du Premier ministre, une fois qu'elle va commencer à fonctionner, tous les acteurs, les ministères, les collectivités locales, la société civile, les agences de développement, etc., vont travailler en synergie. Parce que pour gérer des situations comme celle-là, eh bien, ce sont des situations, comme je l'ai dit tantôt, qui ont plusieurs aspects. Quand une inondation survient, il y a le problème de l'eau, il y a le problème sanitaire, il y a le problème de l'intervention pour sauver des vies humaines, et après il y a le problème de la reconstruction. Mais en amont, il y a le fait qu'il faut que la législation en vigueur soit respectée. Actuellement, les gens viennent recoloniser, habiter dans ces zones, et on a l'impression que la législation, même si elle existe, elle n'est pas encore respectée. Au sein, lorsque tout le monde va travailler ensemble, de façon synergique, parce que c'est ça, l'union faisant la force, je pense que les décisions, la réglementation à vigueur, ou celles qui est à venir, celles qui sont à venir, vont être mieux respectées, et en ce moment, on aura le courage, en fait, vraiment d'interdire
aux populations de vivre là où il ne faut pas vivre. Parce que si on parle de pauvreté, la pauvreté, moi aussi je suis d'accord que ça ne doit pas justifier ce qui se passe. Pourquoi est-ce que, je prends un exemple, j'allais dire un scénario catastrophe, pourquoi quelqu'un qui est pauvre ne dit pas je suis tellement pauvre que quand une voiture arrive, je me mets sur la route pour mourir? Parce que le comportement que nous avons, c'est un peu comme ça. On sait très bien, on leur dit, on les sensibilise, peut-être pas assez tôt. Mais, je dis, mais puisqu'il y a eu depuis 2011, 2010, qu'on travaille dans un forum avec l'ONPC, le ministère de la Construction, où des sensibilisations ont été faites. Eh bien, les populations ne bougent pas. Alors, dans ces conditions, c'est peut-être maintenant qu'il faut appliquer un certain nombre de lois. Et là, ce qui se fait par la démolition, le déguerpissement des populations, est une mesure, on peut dire, de prévention pour la saison prochaine. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour demain, comme vous l'avez dit, en démolissant, en déguerpissant les populations. Si les autorités, les maires et autres veillent à ce que ces populations ne reviennent plus, à la saison de pluie prochaine, vous allez voir qu'on va déplorer certainement 0 mort. Parce que ces zones ne seront pas habitées. Donc ce qu'on fait aujourd'hui est une mesure de prévention et de réduction des risques. Et c'est ce que nous devrions faire à travers la plateforme qui va être désormais le cadre de gestion concertée des problèmes, de la problématique des catastrophes en Côte d'Ivoire. Justement, en attendant cette décision, on se pose encore la question à qui la faute? Et très souvent, c'est la question que nous nous posons. Et les regards se tournent souvent vers l'État de Côte d'Ivoire, mais à regarder de très près, ce sont les populations elles-mêmes qui causent leur propre malheur en construisant là où il ne faut pas. Et elles s'installent sur des sites qu'on ne leur a jamais attribués. C'est un avis. Voyons ensemble ce qu'en pensent certaines personnes. Si les gens ne veulent pas quitter les zones à risque, je pense bien que c'est par manque de moyens d'abord. Parce que quand quelqu'un pense que peut-être aujourd'hui, payer les cautions de maison, c'est pas facile. Depuis cinquantaine d'années, il n'y a jamais eu ces cas ici. Sauf l'autre jour. Mais ça, là, il y a eu partout. C'est pas ici seulement. Donc, mon grand frère, il était ici depuis des années, des années. Il n'y a jamais eu ces cas-là. Ici, c'est plus proche de Cocody ou Tarouaï. Là, ici, c'est bon. Selon moi, c'est par manque de moyens. Nos parents n'ont pas assez de revenus. Un parent qui est payé à 50 000 francs par mois, comment il peut avoir un logement? Chez nous ici, vraiment, on n'aura quitté, c'est vrai. Mais on va partir où? Les gens n'ont pas assez de revenus pour pouvoir se prendre une maison. La maison la prendre d'accord, mais la caution, c'est un peu trop élevé. Ce qui fait que les gens ont des problèmes pour se prendre une maison. Or, où ils sont là, ce sont des endroits où les propriétaires, n'est-ce pas, mettent la terre en location, soit à 2000 francs le mois. Donc, s'il a peut-être 50 000 ou 150 000, il peut se bâtir un local en bois où il pourra rester durant un long moment. C'est que ceux qui habitent souvent ces zones sont des non-nationaux qui viennent de la sous-région et qui peut-être n'ont pas de grands moyens. C'est pour eux des possibilités d'être dédommagés et d'avoir des maisons. Il y a des gens qui mettent des terres en location. Donc il arrive là, il dit cette terre-là, elle n'est pas lotie. Si on est 3, 4, qu'on bâtit quelque chose, à la longue, on va venir nous demander de partir, mais ils vont nous donner les moyens d'avoir un nouveau terrain, ce qui n'est pas chose facile à Abidjan. C'est donc des stratégies. La pauvreté, pour moi, vient presque en dernière position. Monsieur Michelman, vous avez suivi ce raisonnement qui tient jusqu'au bout. Hein. La pauvreté n'est pas forcément la raison qui pousse les populations à être là. Il y a beaucoup de Russes derrière. Comme il a utilisé son expression, ce sont des stratégies pour se faire de l'argent. Oui, j'ai dit qu'il y a plusieurs groupes de personnes là-bas, dans ces endroits. Mais ce qu'il faut retenir, fondamentalement, s'il y a un problème, c'est parce qu'on n'arrive pas à maîtriser un peu la gestion de ces genres de situations. C'est que nous sommes là aujourd'hui pour proposer la solution à l'État. Sinon, c'est un vieux phénomène qui existe depuis longtemps. Mais personne n'a envie de mourir, mais pourquoi les populations ne quittent pas ces zones à risque-là?
Pourquoi ils ne quittent pas, M. Michelman? Bon, j'ai toujours dit qu'il y a plusieurs raisons. Le plus souvent, c'est le gros La, problème. la première raison, c'est laquelle? La raison fondamentale ici, c'est de chercher un toit où il faut dormir. Par le passé, par exemple, quand on parlait du miracle ivoirien, le logement, 3 pièces coûtait à 7 000 francs. Mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver ces logements. Il faut une véritable politique ici d'habitat social. Si c'est fait, effectivement, ces gens vont quitter facilement. Si on casse et on ne reconstruit rien, ils vont revenir. Les gens souffrent, ils ont besoin d'argent. Mais si on attend de l'argent, on dit allez habiter ailleurs, ils vont revenir. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces lieux? Pourtant, ces zones qu'on appelle zones à risque, il y a l'électricité là-bas, il y a l'eau courante là-bas. Et de fois même, il y a les services publics qui sont là-bas. Interrogeons-nous pourquoi. Et pourquoi, à votre avis? Ben, justement, tout simplement parce qu'il faut prendre des mesures, on appelle dispositions qu'il faut prendre, qu'on appelle les plans communaux de secours. Parce que si le maire, il a ce plan de secours communal ici, effectivement, il va agir. Mais s'il n'a pas cet instrument juridique, c'est difficile. Le plan ORSEC, c'est bien. Mais le plan ORSEC peut être vraiment efficace s'il s'appuie sur le plan communal de secours. Quand on parle de plan ORSEC, il s'agit des catastrophes qui se produisent ici dans plusieurs communes, dans un département. Et c'est le préfet qui déclenche le plan ORSEC. Mais dans la commune, il y a un problème. Le maire fait quoi? Il y a plusieurs plans qu'il faut mettre en place. Il faut un plan de prévention des risques prévisibles naturels. C'est le risque prévisible. Mais est-ce que ce plan existe? Il faut prendre un décret pour mettre ce plan en place. Ça n'existe pas. Mais voyez-vous, que se passe-t-il? Ce n'est pas efficace ou ça n'existe pas? Ça existe tout de même. Ça n'existe même pas. Le plan... Non, le plan ORSEC existe. Il y a un décret qui parle du plan ORSEC, ça existe. Mais le plan ORSEC prévoit tout cela. Je parle sous le contrôle de M. Yao. J'arrive. M. Yao aussi. J'arrive. Hein. Oui. En matière de secours, il y a plusieurs plans. Il y a le plan rouge, il y a le plan blanc, il y a le plan ORSEC, il y a le plan communal de sauvegarde. Il y a plusieurs, au moins 100 plans. On passe s'atteler sur le plan ORSEC seulement. C'est pourquoi il y a difficulté. Si il y a chaque structure, chaque plan était défini, on avait chaque acteur qui allait réagir. Je prends un exemple banal. Est-ce que le ministère de l'économie, par exemple, des finances, demande à la mairie de l'appuyer pour faire des recettes municipales? Non, parce qu'il y a une loi qui est là. Il y a une loi qui est là. Les gens sont habitués, ils sont informés, ils sont sensibilisés. Mais s'il n'y a pas de test, c'est difficile. Vous savez, en matière de droit, le seul référentiel, c'est la loi. Si ça n'existe pas, les gens vont vivre comme ils veulent. C'est pas normal. C'est comme si tu voulais à Djamé, par exemple. Et les gens, ça va s'installer sur la route pour vendre les produits. Imaginez un instant. Si un braqueur est poursuivi par la police, mais il vient, il va les ramasser. Mais est-ce que c'est normal qu'il s'assied sur la route? C'est la même chose. L'eau a sa trajectoire. Les gens, ça va s'installer. C'est pas normal. On doit éduquer et sensibiliser la population. Mais il y a aussi la part de l'État, c'est de mettre en place des dispositifs de secours. Voilà un peu mon propos. D'accord. Monsieur Yao, lorsque vous regardez sur le terrain, lorsque vous êtes sur le terrain, vous rencontrez des résistances sur le terrain. Et qu'est-ce que les populations vous disent? Pourquoi elles se mettent en travers de des opérations de déguerpissement? Bien, je voudrais avant tout préciser quelque chose. Ce dont il s'agit, ce n'est pas les quartiers précaires qui sont en cause, mais c'est les zones à haut risque qui sont en cause. Ceux qui vont construire dans ces zones-là. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas forcément des quartiers précaires. Bien, il faut dire effectivement que nous rencontrons de la résistance de la part des populations. Nous avons eu nos agents qui ont été plusieurs fois agressés. Parce que des populations aujourd'hui ont des armes. Ça, il faut le dire. À Tekoubé, on a connu ces situations où des agents sont allés casser. Et ça s'est fait même avec l'ONPC. Parce qu'il faut remarquer qu'il y a eu 2 années où il y a eu 0 mort. Parce qu'on avait démoli dans ces zones. Et donc en 2012, en 2013, il n'y a pas eu de mort. Parce que les populations sont parties. Mais après, ils sont revenus reconnaître ces sites-là. Et quand nos agents ils vont quoi? Ils vont comment? Les mains vides. Les agents de la police municipale ou bien les agents des mairies ne sont pas armés. Et vous êtes en face des populations qui ont quelquefois des armes, vous reculez. Et puis il y a des situations qui font que les communes n'ont pas toujours
les moyens d'agir, quand bien même elles veulent le faire. Donc il faut prendre ces paramètres-là en compte. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous voyons nos populations à chaque fois en train de mourir. Voilà, donc c'est ce que je voudrais répondre pour dire qu'il y a de la résistance, et comme le professeur l'a dit, il faut une synergie d'action qui pourrait éventuellement nous permettre d'endiguer... Il vous manque des moyens de coercition, c'est cela? Oui, il nous manque des moyens de coercition. Et qu'est-ce que vous proposez tout de suite? Ce que nous proposons, je pense qu'on va en parler tout à l'heure quand on va arriver dans... Mais déjà, vous pouvez nous donner une idée de ce que vous proposez? Mais c'est ce qui se fait présentement avec le ministère de la Construction. Aujourd'hui, les opérations de démolition qui ont lieu dans les quartiers sont appuyées par les forces de l'ordre. Et du coup, la population, il n'y a plus de résistance. Voilà, ça c'est un exemple. Professeur Ochou, l'incivisme, pour revenir à cela, vous pensez qu'on est impuissant devant la chose? Parce que c'est une autre affaire et ce n'est pas seulement en ce qui concerne les habitations et l'incivisme de façon générale, déjà. En principe... A-t-on une solution? On devrait pouvoir avoir des solutions, puisque normalement, un pays où on est dans un état de droit et on ne devrait pas avoir le droit de faire n'importe quoi et n'importe où. Et donc, c'est le respect de la législation, des lois, c'est ça qui devrait nous guider. Et ça, il y a effectivement il faut faire appliquer les lois. Moi, je pense que, par exemple, dans un espace donné, une ville comme Abidjan, nous habitons tous dans des communes. Et donc, nous sommes un peu du point de vue de la gestion administrative. Nous dépendons, par exemple, d'un maire. Et autant nous avons le maire, nous avons des devoirs, nous avons aussi des droits dans cet espace. Et donc, normalement, la population doit être à l'écoute du premier responsable de la commune, et ce premier responsable doit être à l'écoute de la population. De façon à ce que les choses se fassent pour trouver des solutions idoines. C'est pour ça que, dans un premier temps, il y a de vigoureuses actions de sensibilisation et d'éducation des populations en matière de gestion environnementale, dont une partie est donc la gestion des catastrophes. C'est surtout le comportement des gens qui est en jeu. Parce que c'est nous-mêmes qui créons les conditions de cette situation qui nous met en danger de mort. Et donc, nous devrons sensibiliser les populations pour dire qu'il y a des zones qu'on ne peut pas habiter. Mais depuis que vous sensibilisez, est-ce que vous avez eu déjà les preuves d'un début de on accepte la situation? Oui, vous savez, il est très difficile de changer le comportement des êtres humains. C'est un processus long, il faut être patient. C'est pour cela que, pour le moment, il faut dire que par rapport à la gestion des catastrophes, les actions sont un peu trop isolées, disparates. Et c'est pour ça que j'insiste chaque fois sur la création de cette plateforme. Si elle fonctionne, croyez-moi, avec les actions de sensibilisation, parce que la communauté internationale pourrait nous appuyer. Vous savez très bien que, comme il l'a dit, quand il y a une catastrophe d'une grande ampleur comme celle qu'il y a eu à Abidjan, cette année, avec autant de morts, en principe, on devrait être appuyé par la communauté internationale pour nous aider. Mais si elle voit que toutes les structures travaillent chacun selon ses compétences, mais dans une collaboration, dans une action concertée, on pourrait être appuyé pour mieux sensibiliser, parce que quand il a parlé des plans qu'il faut faire, mais on doit aller d'un plan national à un plan local. Même on doit avoir des plans au niveau villageois, au niveau communal, au niveau régional et au niveau national pour prendre en charge les catastrophes dans toutes leurs dimensions, depuis la prévention, l'intervention et la réponse, puis donc la reconstruction. Parce qu'après une catastrophe, il faut réhabiliter les zones. Et donc, actuellement, après les démolitions qui vont avoir lieu, il va falloir que l'État réhabilite ces zones pour ne plus
qu'elle soit recolonisée par les populations. Donc c'est très important et je pense que pour le moment, c'est vrai, il y a un plan Orsec, mais il n'y a pas le plan Orsec, c'est l'organisation des secours. L'organisation des secours, ça veut dire que c'est quand l'action arrive, enfin, le phénomène arrive, qu'on intervient. Or, il faut travailler en amont, connaissant les causes. Donc, depuis, par exemple, la saison sèche, au mois de janvier, on devrait commencer à sensibiliser les populations sur le fait que là où ils sont, bientôt la saison des pluies va arriver, eh bien, il faudrait qu'ils commencent à penser à comment quitter. Peut-être que les maires peuvent les aider, mais il y a aussi le problème du logement qui est cher, il faut le dire, en Côte d'Ivoire qui se pose. Donc tout ça, il faut peut-être qu'il y ait une décision pour que ceux qui sont les plus démunis puissent se loger peut-être dans des zones qui sont moins à risque à cause, mais qui n'arrivent peut-être pas maintenant, à cause du fait qu'on demande des cautions d'1 an, de 8 mois. Ça aussi, même si on ne peut pas justifier les choses par la pauvreté, ça aussi c'est un problème qui est réel. C'est vrai, il y a des stratégies, mais tout ça doit être mis dans la casserole pour pouvoir trouver les solutions idoines. C'est curieux, avant de m'adresser à M. Kouala, je voudrais savoir, M. Yao, les communes, vous ne faites rien ensemble, même au sein de l'IVIC aussi? Si, il faut dire... Vous n'avez pas pu mettre ensemble un plan, toutes les communes? Il y a la coordination des communes du district d'Abidjan, et avec l'appui de l'IVIC aussi, qui a fait un diagnostic des quartiers précaires, financé par la Banque mondiale à hauteur de 300 millions, je crois. Aujourd'hui, on connaît tous les problèmes, et on a les solutions pour véritablement, j'ai failli dire, restructurer tous ces quartiers-là. Tout à l'heure, quand on va arriver dans les solutions, je vais vous en parler. D'accord, M. Célestin, quoi, là, on vous fait des propositions, les communes vous font des propositions, ou bien comment est-ce que vous prenez la chose jusqu'à présent? Alors, en réalité, ce qui se passe, c'est que, comme disait le professeur tout à l'heure, relativement à la question de la sensibilisation, il y a beaucoup d'actions qui sont menées avec les communes. En fait, les trois acteurs, le ministère de la Construction, l'Office national de la protection civile et les municipalités ont un cadre d'échange, un cadre de concertation relativement à la question de la sensibilisation. C'est pour cela que je continue de croire, comme l'a dit si bien le professeur également, que la question de l'éducation des populations est fondamentale, elle est essentielle. Le développement, ce n'est pas seulement lorsque l'État va faire des ponts, lorsque l'État va faire des routes ou l'État va construire des écoles. Non, le développement, c'est aussi lorsque je respecte la loi de mon pays. Le développement, c'est aussi lorsqu'on construit une nouvelle route et que vous ne fassiez pas des tranchées dans la chaussée juste pour faire passer un câble électrique ou un câble de téléphone et puis toute la chaussée va se dénuder et puis on connaît toutes les conséquences par la suite. Donc la question de l'éducation, à mon sens, est fondamentale. Par exemple, avant juin 2014, en mars déjà, la question de la sensibilisation, j'ai dit qu'on a commencé déjà depuis 2010. Mais là, récemment, en mars, la sensibilisation avait déjà commencé avec les municipalités pour dire aux populations, il faut quitter ces zones à risque. C'est vrai que là aussi c'est important, il faut séparer la question des quartiers précaires en deux. Il y a certes les quartiers précaires, mais il y a la question de l'installation de certains quartiers précaires sur des zones à risque. C'est vraiment beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Je voudrais réagir également sur l'intervention des deux personnes qui ont parlé tout à l'heure. Vous avez vu quelqu'un qui a parlé d'une 50aine d'années d'installation, d'une 30aine d'années d'installation. Mais c'est cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va s'installer là-bas, on ne fera même pas l'effort de se dire qu'on peut partir, qu'on doit partir de là-bas, qu'on doit améliorer soi-même ses conditions de vie. On va s'installer et puis bon, on y est, on ne bouge plus. Donc c'est pour ça que je continue de croire que la question de la sensibilisation est fondamentale. Il faut accentuer cette sensibilisation-là. Et puis en ce qui concerne toute la question de la problématique du logement, nous l'avions déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises. Lorsque nous parlions par exemple de la question de l'effondrement de certains immeubles, nous avions promis que le gouvernement réagirait avec un nouveau décret. Aujourd'hui, c'est fait dans le permis de... Ah oui, aujourd'hui, ce décret est pris et dans le permis de construire, dorénavant, le maître d'ouvrage doit s'attacher à un contrôleur technique qui aura une responsabilité pénale quant au suivi, à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de votre bâtiment. Nous avons également exigé dans ce nouveau décret-là que des études de sol, des calculs de structure, n'est-ce pas, fassent partie des pièces à déposer. C'est pour dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été promises et qui sont en train d'être réalisées. Et de ce point de vue-là, le programme national que nous sommes en train de mettre en œuvre en ce qui concerne les logements sociaux va participer à la réduction, n'est-ce pas, de la question du manque de logement et à la question du relogement de l'ensemble de ces populations-là.
Au-delà de la question des logements sociaux, j'ai dit que le gouvernement est en train de mettre en œuvre aussi ce qu'on appelle les lotissements à équipement minimum ou équipement modéré, si vous voulez, les LEM. Il y a aujourd'hui 2000 plateformes qui sont en train d'être réalisées sur 6 sites. 2000 plateformes qui sont en train d'être réalisées sur 6 sites. Ces sites-là, il y en a à Bassam, il y en a également du côté de Songon, à Diopodoumé, à Songon-Kassamblé, par exemple. Il y en a également du côté de Benjerville. Il y en a également du côté de la route d'Alépé, la tranche 2 de Biabou, etc. Sur des terrains de 80 à 100 mètres carrés sur lesquels nous allons préparer des plateformes de 3 pièces et de 4 pièces et permettre aux populations de faire elles-mêmes les élévations, les couvertures et les finitions de ces maisons-là pour habiter. En plus de cela, je rappelle que récemment, le gouvernement a autorisé, n'est-ce pas, le ministère à rechercher environ 850 hectares pour le relogement de toutes ces populations-là. Sur ces 850 hectares qui sont quasiment trouvés, eh bien, nous allons pouvoir sortir environ 65 000 plateformes. Donc, c'est des surfaces qui sont extrêmement importantes, qui sont réparties sur l'ensemble du territoire d'Abidjan et qui permettront, n'est-ce pas, de reloger une bonne partie de ces populations-là. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que ces plateformes dont les superficies vont varier, on va dire, de 80 à 100 mètres carrés, auront des coûts bien moindres que les logements sociaux. Déjà, en ce qui concerne les logements sociaux, je rappelle que le coût minimum, c'est 5 millions. C'est déjà très bas. Mais avec la mise en œuvre du programme de lotissement à équipement modéré, eh bien, les coûts de ces plateformes-là vont être bien en dessous encore. Et donc, ça permettra aux Ivoiriens, ça permettra à nos compatriotes. Et le projet s'étend sur combien de temps? Comme je le disais, déjà, d'ici à décembre, c'est quand même 2000 plateformes qui vont sortir sur 6 sites. Voilà. Et nous allons, au fur et à mesure, n'est-ce pas, développer les 65 000 plateformes sur l'ensemble de 850 hectares d'ici à l'année prochaine. Mais déjà, d'ici décembre, eh bien, les sites sont en train d'être viabilisés au moment où nous sommes en train d'en parler. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il y a des choses qui ont été annoncées sur ce plateau. Et aujourd'hui, elles ont été faites. Ce que nous sommes en train d'annoncer également va être fait. Donc d'ici à décembre, vous allez voir toutes ces plateformes qui vont être mises à disposition à travers les lettres. Est-ce qu'aujourd'hui où nous sommes en train de parler, c'est assez clair, le ministère de la Construction a identifié très nettement les zones à risque, toutes les zones à risque? La plupart des zones à risque sont connues de façon générale depuis plusieurs années quand même. Des études existent, on va peut-être les regarder à nouveau, mais ces études-là permettent, n'est-ce pas, d'identifier. Il y a près de 92 quartiers précaires. Il faut regarder sur l'ensemble du territoire d'Abidjan. Il faut regarder maintenant sur ces 92 quartiers précaires, ceux qui sont vraiment situés sur des zones à risque, c'est-à-dire dans les bassins d'orage, c'est-à-dire sur les flancs de montagne, dans les talwegs, etc., comme on disait, mais également sur les réseaux de drainage. Ceux qui ont conscience sur les caniveaux, etc. Donc, ces zones à risque sont quand même répertoriées. Lorsqu'on les a répertoriées, est-ce que la première décision à prendre, c'est celle qui dit non, maintenant que c'est répertorié, signalé en tant que tel, personne n'habitera là? Oui, il faut les démolir. Je l'avais dit. C'est-à-dire que dans la campagne de sensibilisation de 2012, ces maisons ont été marquées, elles ont été identifiées. Des marquages ont été faits. Les démolitions ont été arrêtées aujourd'hui. Ce qui a commencé cette année même a été arrêté? Oui. Enfin, c'est vrai qu'il y a un léger ralentissement, mais ce n'est pas arrêté. Pas du tout. Il y a un léger ralentissement, mais ce n'est pas arrêté. Ces démolitions vont reprendre dans les semaines qui viennent, parce que c'est extrêmement important. On l'a tous reconnu ici. Il n'est pas question de laisser les populations mettre la vie de leur famille en danger de cette façon-là, sous le prétexte qu'il n'y a pas assez de moyens pour prendre une maison en ville. Je dis non. Donc ces démolitions vont reprendre. Alors, entre les deux périodes, qu'est-ce qu'on fait? La période de loger et la période de démolir, entre ces deux périodes-là, qu'est-ce qu'on fait des populations? Monsieur Michel Man, vous savez, si nous sommes sur ce plateau, c'est pour dire la vérité, parce qu'il s'agit de gérer les hommes. Excusez-moi de le dire, tout le monde dit sa vérité. Oui. Donc dites votre vérité. Et puis, voilà. Parce que les autorités locales sont venues trouver une situation. Nous devons les accompagner pour pouvoir résoudre les problèmes de société. C'est un fait social. Nous sommes confrontés à un fait social. Et il n'y a pas question ici d'envoyer des prétextes qui puissent nous faire perdre le temps. Il y a un gros problème ici en Côte d'Ivoire, c'est un problème de logement. Il faut une véritable politique de logement social, l'habitat social. Revenir au système de 1970, où les maisons de Sikoji de Lem étaient à 10 000 francs, à 7 000 francs, les 3 pièces. Pensez-vous, une population, une famille, n'arrive même pas à avoir 60 000 francs par mois. On demande 5 millions. C'est impossible. Mais de façon objective, vous pensez qu'on pourrait aujourd'hui avoir un logement à 10 000 francs? C'est bien possible. C'est seul l'État qui peut faire ça. Le logement social, c'est l'État qui doit faire. L'État est garant de la vie des populations.
Ça, il appartient à la réaction de l'État de prendre ces gens de disposition. Et c'est possible. Même les municipalités. Je vois bien l'article 125 de la loi municipale dit quoi? Pour ces gens d'activité, une municipalité peut signer une convention avec un partenaire privé. Même le maire de Yopougon, il est en train d'appliquer cette disposition pour construire un marché ultra moderne. Il a demandé à faire à des opérateurs économiques. Il y a des instruments juridiques qui sont là, mais il faut les exploiter. Mais si on veut tout faire, c'est impossible. Parce que les gens sont de passage. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants demain? Nous sommes tous déjà dépassé la cinquantaine d'années. Mais les enfants demain vont devenir quoi et comment? Alors, M. Yao, M. Michel le dit très clairement, et les instruments juridiques qui existent ne sont pas exploités. Oui. Très rapidement, en ce qui concerne la politique du logement, pour préciser clairement que nous ne sommes pas en train de concevoir une politique du logement. Elle a été déjà conçue. Elle est en train d'être mise en œuvre. C'est quand même près de 70 000 Ivoiriens qui ont souscrit au programme de logements sociaux. C'est 72 quartiers chantiers qui sont en train d'être mis en œuvre. Ce n'est pas de la fiction. Vous pouvez aller à Bassa, vous pouvez aller à Benjé, vous pouvez aller à Songo, vous allez voir plus de 40 promoteurs en train de construire ces maisons. C'est des maisons qui coûtaient initialement entre 20, 25 et 30 millions, on l'a dit. Aujourd'hui, les coûts ont été ramenés à 5 millions. Il ne faut pas aussi donner l'impression que notre État est capable de tout faire. Ailleurs, comme par exemple en Angola, l'État va commander, à la limite, acheter des logements pour les redistribuer aux populations. En Côte d'Ivoire, ça n'est pas possible. Nous n'avons pas ces moyens-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est de baisser considérablement les coûts des logements pour permettre aux populations, si vous voulez, d'acquérir ces logements à moindre coût. Voilà ce que nous avons fait. Donc, c'est vrai qu'il y a la responsabilité de l'État, mais il faut faire attention. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Monsieur vous êtes convaincu sur la chose? Il termine et puis vous réagissez. Allez-y. Oui, allez-y, terminez. Ah oui, et les LEM dont nous avons parlé, ce n'est pas... Vous savez, il y a quelques années, la reprise d'un certain nombre de programmes n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Avant 1985, lorsque l'État de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, participait à l'acquisition des terrains et à la viabilisation de ceux-ci, ça a permis à la CICOJ et à la SOGEFIA de réaliser des logements à moindre coût. Depuis 1985 jusqu'à récemment, les ressources de l'État ne nous ont pas permis de le faire. Aujourd'hui, ce programme qu'on est en train de mettre en œuvre est lié en partie au fait que l'État a acquis ces terrains, a aidé à l'acquisition de ces terrains et va refaire la viabilisation primaire. Donc les coûts baissent. Ça veut dire que ce qui a été fait anciennement n'était pas forcément mauvais. Et les LEM, tels que nous sommes en train d'en parler, pour nous, c'est une très très bonne chose. Bien que les maisons soient à 5 millions, il y a toujours beaucoup de nos compatriotes qui ne peuvent pas acquérir ces maisons-là. Nous disons, pour tous les Ivoiriens qui ne peuvent pas acquérir même des maisons de 5 millions, eh bien ces plateformes-là vont être mises à disposition et vont être à des coûts extrêmement réduits pour leur permettre d'acquérir les maisons. Il ne faut pas donner l'impression aussi que l'État va mettre à disposition des maisons gratuites ou des terrains gratuits, ça n'existe pas. Notre État ne peut pas le faire et nous, on ne va pas participer à donner le sentiment que ce sont des choses où la gratuité va être de mise. Voilà ce que je dis. Oui. La Côte d'Ivoire est riche. Nous sommes assis sur la richesse. Mais on ne sait pas l'exploiter. Et c'est mal redistribué et c'est mal géré. Je prends un exemple banal. La richesse, la Côte d'Ivoire se repose sur l'agriculture. Et le moteur, c'est le café cacao. 1 franc. 1 franc qui existe. On ne peut rien faire avec 1 franc, mais c'est de l'argent cacao. Les immeubles que vous voyez ici à Abidjan, c'est avec l'argent de